En 1900, Max Planck ose une idée radicale, l'énergie n'est pas continue, elle se transmet par paquets. Cette simple hypothèse sauve la physique du rayonnement et ouvre la porte à la mécanique quantique. À la fin du 19e siècle, la physique se sent invincible. On sait calculer les trajectoires des planètes, on comprend l'électricité, le magnétisme et la lumière grâce à Maxwell. Et pourtant, un détail résiste, le rayonnement du corps noir. C'est le rayonnement émis par un objet chauffé, par exemple l'intérieur d'un four considéré comme idéal. En laboratoire, pour simuler le rayonnement du corps noir, on utilisait ce qui était appelé un Wellraum, qui est l'allemand pour cavité ou chambre vide. On chauffait le Wellraum pour que ses parois soient à une température presque uniforme. Et grâce aux réflexions internes, l'ouverture de la cavité émettait alors un rayonnement qui suivait très bien le spectre du corps noir. Bon. Mesure après mesure, on observe la même courbe. L'intensité augmente depuis les basses fréquences, donc tout ce qui est infrarouge et rouge, et atteint un maximum qui se décale quand on chauffe davantage. Puis diminue vers les hautes fréquences, tout ce qui est violet et ultraviolet. Le problème est que la théorie classique de l'époque ne sait pas expliquer pourquoi cette courbe est simplement ainsi. Pour ces raisons, deux lois font leur apparition. Il y a la loi de Vienne et la loi de Rayleigh-Jeans. Ces lois n'étaient pas si mal, mais elles ne collaient qu'à une partie des données, soit le rouge, soit le côté violet du spectre, mais jamais l'ensemble. La communauté scientifique avait donc deux morceaux de puzzle qui ne s'assemblent pas. D'ailleurs, la loi de Rayleigh-Jeans prédit que l'intensité devrait continuer à monter dans l'ultraviolet. Si tu la suivais, l'énergie totale deviendrait même infinie. En gros, si on lui fait confiance, un four parfait rayonnerait une énergie infinie dans l'ultraviolet. C'est absurde et ça contredit toutes les mesures, et on a appelé ça la catastrophe ultraviolette. Il fallait donc une idée novatrice et audacieuse pour résoudre l'impasse. Max Planck, un physicien allemand, propose un changement de cadre. Alors, Planck tentait d'unifier les théories physiques de la lumière et de la chaleur. Et pour ça, il propose une solution mathématique plus qu'étrange. En fait, Max Planck adorait les raisonnements mathématiques en partant des données les plus élémentaires de la physique. En travaillant en toute confiance avec ses équations sans se soucier de ce que les différentes étapes de ses calculs signifiaient dans la réalité, pour simplifier ses calculs, il s'est simplement dit qu'il allait faire une transformation mathématique astucieuse. Il a décidé d'aborder l'électromagnétisme comme la thermodynamique. En faisant ça, il a imaginé les parois d'un four non pas comme une surface lisse, mais comme une foule de minuscules ressorts qui vibrent, des sortes d'oscillateurs. Et ces ressorts échangent de l'énergie avec la lumière présente dans la boîte. L'idée de Planck n'est pas de changer donc la lumière elle-même, mais la façon dont la matière échange l'énergie. Ce n'est pas continu, c'est par paquet. Comme avec un distributeur, tu ne peux pas payer 0,7 €. Il faut des pièces entières. Ici, l'énergie circule paquet par paquet entre les petits oscillateurs, les petits ressorts. Et Planck s'est d'ailleurs amusé à fixer l'énergie de chaque oscillateur en fonction de la fréquence, de sorte que l'énergie soit égale à la constante de Planck multipliée par nu pour la fréquence. Il a donc fixé lui-même la constante de Planck. L'idée radicale est ici. Pour lui, les oscillateurs n'échangent pas l'énergie de manière continue, mais par paquets indivisibles liés à la fréquence considérée. Ce paquet minimal, c'est le quantum. Tu ne peux pas transférer un quart de paquet, c'est tout ou rien. Un paquet, deux paquets, etc. Donc Planck introduit bien une nouvelle constante universelle, la constante de Planck, notée H, qui fixe l'échelle de ces paquets. La constante de Planck fixe la granularité des échanges d'énergie. Elle est très petite à notre échelle, et c'est pour ça que dans la vie courante, tout te semble continu. Les marches sont minuscules par rapport aux énergies que nous manipulons, mais dès que tu regardes des phénomènes rapides et microscopiques, tout ce qui est lumière, atomes, vibrations dans un cristal, etc., cette granularité devient déterminante. Autrement dit, la nature a une trame énergétique fine, invisible au quotidien, mais incontournable à l'échelle atomique. Et en 1900, Planck présente simplement son hypothèse comme un outil pour faire coller la théorie aux mesures. Pas comme une vraie déclaration physique, hein. Il ne dit pas encore que la lumière est faite de particules. Mais son idée, à laquelle il ne croit pas réellement, débloque la situation et ouvre une voie. Et c'est Einstein, en 1905, qui montre que pour expliquer l'effet photoélectrique, il est plus simple de considérer que la lumière se comporte parfois comme un faisceau de Contat plutôt qu'une onde. Ce seront les photons. D'ailleurs, l'effet photoélectrique, c'est quand une lumière suffisamment énergétique, plutôt bleue ou vers l'UV, frappe un métal et en éjecte des électrons. C'est simplement ça. Et en étudiant l'effet photoélectrique, on a vu des choses impossibles à expliquer avec une simple onde continue. Des électrons sont arrachés instantanément d'un métal dès que la lumière a une fréquence minimale, un seuil, même si l'intensité est très faible. A l'inverse, augmenter l'intensité d'une lumière trop basse en fréquence n'arrache aucun électron. De plus, l'énergie des électrons éjectés augmente avec la fréquence de la lumière, pas avec son intensité.
Tout cela s'explique si la lumière arrive en paquets d'énergie, donc des photons de valeur E qui est égal à H multiplié par U. En gros, chaque électron doit absorber un photon assez énergétique pour sortir. Ça ne veut pas dire que la lumière n'est pas une onde, elle a une dualité onde-particule, mais ici, le côté particule est indispensable pour comprendre les observations. Et après Einstein, c'est en 1913 que Niels Bohr applique la quantification à l'atome d'hydrogène pour expliquer séries spectrales. La mécanique quantique ne naît donc pas en un jour, mais la première brique, c'est l'idée de Planck, l'énergie s'échange par quanta. Bon, quand Planck parle de quanta, il dit en réalité que lors d'un échange entre la matière et le rayonnement, l'énergie ne varie pas de façon continue, mais par saut d'une taille bien définie, reliée à la fréquence du phénomène. C'est comme un escalier, tu peux monter une marche, 2 ou 3, mais pas une marche et demie. Cette image vaut pour l'émission et l'absorption d'énergie par les oscillateurs de la matière, les petits systèmes vibrants qui composent les parois. Mais tu peux quand même te demander, qu'est-ce que cela change dans la pratique? Eh bien, aux basses fréquences, proches de l'infrarouge et du rouge, les marches d'énergie sont faibles. Même à température modérée, beaucoup d'échanges d'énergie sont possibles, d'où une intensité du rayonnement qui grimpe au début du spectre. Et aux autres fréquences, vers le violet et l'ultraviolet, les marches sont hautes. Il est rare qu'un système matériel ait de quoi franchir ces sauts. Le résultat est que l'intensité baisse quand tu vas vers le violet. Donc pour résumer en une phrase, la granularité bloque naturellement l'accès aux fréquences trop coûteuses quand la température ne suit pas. Et maintenant, pour clarifier un point, tu entends souvent quantum et photon comme si c'était synonyme. Sauf qu'il y a une nuance. Chez Planck, en 1900, l'accent est mis sur la matière. Les oscillateurs de la paroi échangent l'énergie par quanta. Ils ne tranchent pas sur la nature de la lumière elle-même. C'est chez Einstein en 1905 pour expliquer l'effet photoélectrique, le phénomène qui dit que la lumière arrache des électrons à un métal, donc, qui propose que dans certaines situations, la lumière se comporte comme si elle était faite de grains d'énergie. Ces grains deviendront les photons dans le langage moderne. En clair, Planck quantifie l'échange d'énergie côté matière et Einstein pousse l'idée dans la lumière elle-même. Et j'insiste encore là-dessus, la quantification chez Planck veut dire que l'énergie ne varie pas de façon continue et par petits paquets bien précis, comme si on montait un escalier marche par marche plutôt qu'une rampe lisse. Pour la lumière, chaque paquet porte une énergie proportionnelle à sa fréquence. Mais attention, la lumière a bien un comportement ondulatoire, mais lors des échanges, elle a un comportement granulaire. C'est la dualité onde-corpuscule qui dit que les objets microscopiques, tout ce qui est photons, électrons, etc., se comportent à la fois comme des particules localisées et comme des ondes qui se superposent et interfèrent. Un exemple classique est celui dans l'expérience des deux fentes de Young. Si on ne regarde pas par quelle fente passe l'électron, l'ensemble se comporte comme une onde et crée des franges d'interférence sur un écran. Mais quand on commence à mesurer par quelle fente il passe, alors on obtient des impacts individuels comme pour des particules et l'interférence disparaît. Il ne change pas vraiment de nature. La théorie quantique dit qu'il est donc décrit par une fonction d'onde. Il y a donc un comportement ondulatoire et que la mesure donne un résultat de particules, qui a une position, une énergie, etc. Nos mots, onde et particules, sont deux images classiques d'un même objet quantique. Et oui, je tiens à le repréciser quand même, il n'y a pas que la lumière qui peut avoir un comportement ondulatoire. Toutes les particules peuvent en avoir un. Et j'ai encore envie de dire attention sur un point, car le fait de dire échange par saut ne signifie pas que tout devient granuleux en permanence. Entre deux échanges, le champ électromagnétique, donc la lumière, se propage et interfère comme une onde. Ce qui est quantifié, c'est l'échange d'énergie, pas la propagation quotidienne telle que tu l'observes à grande échelle. C'est pour ça que tu continues à avoir des interférences lumineuses, un comportement donc ondulatoire, tout en mesurant des paquets d'énergie lors des détections. Et concernant la constante de Planck, heureusement qu'elle est minuscule aux yeux de nos instruments macroscopiques. Ça explique pourquoi la physique classique marche si bien pour les ponts, les avions et les planètes. Les marches sont tellement fines que, à notre échelle, tout semble lisse. Mais dès que tu descends au microscopique, ou que tu t'intéresses à des fréquences élevées, ces marches deviennent la structure même du phénomène. La petite taille de cette constante est donc la raison pour laquelle le monde t'apparaît continu, alors qu'il ne l'est pas vraiment. Le but de cette partie est de résumer et de compléter ce qu'on a vu. Première question, un quantum, c'est une particule? Eh bien, pas forcément. Quantum veut dire paquet d'énergie échangé lors d'une interaction. Pour la lumière, ce paquet correspond à un photon, un concept précisé après Planck. Et pour la matière, tout ce qui est paroi, atome, cristal, on parle de sauts quantifiés entre états d'énergie. Donc un quantum n'est pas toujours un petit grain qui vole, c'est d'abord l'unité minimale d'échange. Deuxième question, pourquoi Planck a-t-il dû introduire la quantification?
Planck a introduit la notion de quantification parce que la théorie classique surestimait complètement la contribution des hautes fréquences dans le rayonnement du corps noir et prédisait une catastrophe ultraviolette. En imposant des paquets d'énergie, Planck freine naturellement ces hautes fréquences quand la température ne suffit pas, et la courbe mesurée est enfin reproduite sur toute la gamme. Troisième question, quelle est la différence entre quantum et photon? Le quantum est un terme général pour un paquet d'énergie échangé, dans la lumière, dans les vibrations d'un solide, etc., tandis que le photon est le quantum du champ électromagnétique, la lumière. Planck quantifie d'abord donc l'échange côté matière, et quelques années plus tard, on comprend que la lumière elle-même se détecte en paquets. Ce sont les photons. Je sais que je me répète énormément, mais encore une fois, enseigner ou vulgariser, c'est répéter. Quatrième question, la constante de Planck est minuscule, ça change quoi pour moi? La petitesse de la constante de Planck explique pourquoi, à notre échelle, tout paraît continu et la physique classique marche très bien. Mais à l'échelle atomique, ou pour des fréquences élevées, cette constante fixe la granularité des échanges. On peut donc dire que la nature révèle sa trame, avec les sauts d'énergie, les seuils et les raies spectrales, les photons, etc. Cinquième question, la quantification veut-elle dire que tout est discret en permanence? Non, la propagation d'un champ comme la lumière peut montrer des interférences et des comportements d'ondes. Ce qui est discret, ce sont les échanges d'énergie, émission, absorption, détection, et les niveaux disponibles dans un système. À grande échelle, l'addition de nombreux échanges rend donc le phénomène effectivement continu. Voilà, je remercie les tipeurs qui m'aident grandement avec leur grand soutien financier. Merci d'être resté jusqu'au bout, n'hésite pas à m'aider avec le référencement, et il ne me reste plus qu'à dire à la prochaine.